je me souviens, j'avais démarré, c'était un mois de mai, j'avais démarré à un milieu de mois. Et donc 15 jours après, j'ai ma fiche de salaire. Et ben, ça faisait 6 mois que je ne prenais pas de salaire. Et ben, le simple fait de recevoir de l'argent pour le travail qu'on a fait, je me suis aperçu que c'était quelque chose de très valorisant et surtout en fait, j'ai fait une erreur fondamentale, c'est-à-dire que j'aurais dû me payer. Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie d'un podcast des déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Moi, l'erreur fondamentale, c'est que quand j'aurais dû arrêter la société des fleurs à un moment donné parce que j'avais réussi à vendre quelques commerces, et il aurait fallu que je l'arrête, j'ai tout réinvesti et on ne met pas les œufs dans le même panier en effet. Et c'est plein de petites erreurs comme ça qui m'ont appris en accéléré ce qu'était réellement la dure loi de l'entreprise, mais pour autant ça ne m'a pas empêché de continuer. Oui, parce que c'est ce que j'allais dire, ça t'a pas empêché de continuer, c'est-à-dire que tu n'avais quand même pas perdu la motivation malgré ce qui t'était arrivé. Comment on perd pas comme ça la motivation t'aurais pu décider de dire l'entrepreneuriat, non, je vais être salarié maintenant et plus jamais me retourner vers cette voie. Lorsque je me suis retrouvé au plus bas et que la motivation à ce moment-là elle n'était pas perdue, elle était cachée sous la honte d'avoir loupé quelque chose. Mais à côté de ça, comme je disais, j'ai eu une chance incroyable d'être recruté par l'entreprise Lidl en grande distribution, qui cherchait des responsables pour gérer plusieurs magasins, ce qu'ils appellent des responsables secteurs. Et j'arrive à passer cet entretien, mais je ne sais même pas comment j'ai réussi à puiser en moi la force pour aller passer cet entretien. Je me souviens de mon responsable régional, M. Nyang, qui était un grand gaillard très imposant. Et quand j'arrive à passer cet entretien-là, je me retrouve catapulté dans une entreprise qui d'ailleurs est reconnue pour ça, la méthode à l'allemande. C'est-à-dire on applique ce qui a marqué et on ne change pas de ligne, quoi. Et en fait, ce qui m'a fait le plus grand bien, c'est que pendant 18 mois, ça n'a pas duré longtemps, pendant 18 mois, j'ai pu me retrouver aiguillé sur ce que je devais faire de mes journées. Et chaque mois qui passait, je reprenais confiance en moi. Et puis, je me souviens, j'avais démarré, c'était un mois de mai, j'avais démarré à un milieu de mois. Et donc, 15 jours après, j'ai ma fiche de salaire. Et bien, ça faisait 6 mois que je ne prenais pas de salaire. Et bien, le simple fait de recevoir de l'argent pour le travail qu'on a fait, je me suis aperçu que c'était quelque chose de très valorisant et surtout en fait, j'ai fait une erreur fondamentale, c'est-à-dire que j'aurais dû me payer. J'aurais dû me payer parce que le fait en plus de sombrer dans la société et de me retrouver à ne pas me payer, en fait, il y avait la double peine, quoi. Je veux dire, c'était une remise en question personnelle. Et tout ça a fait que pendant 18 mois, je me suis réintéressé au monde de l'entrepreneuriat. Et puis, il y a eu j'avais ce qu'on appelle un N+1, mon responsable direct est a changé de région. Je me suis retrouvé avec quelqu'un d'autre avec qui humainement ça ne passait pas. Et au bout de 18 mois en tant que salarié, je pouvais réouvrir des droits à la création de société par l'ACRE et par les dispositifs que l'État français met en place. Et donc, c'est là où j'arrive à mes 30 ans et c'est là où mon père me fait cette proposition. Justement, on va y venir, c'est parfait, belle transition. Donc ton expérience se termine chez Lidl et vient tes 30 ans. Comment ça se passe? C'est-à-dire comment ton père te fait cette proposition? Pourquoi t'acceptes? Explique-moi. Donc à mes 30 ans, on se retrouve à Rennes. Pourquoi à Rennes? Parce que ma sœur faisait ses études à Rennes. Qu'à cette période-là, on s'était retrouvés pour aller la voir. Et on prend un brunch un dimanche matin. Et mon père a toujours un côté... je dirais pas pudique, mais un côté où c'est pas lui qui va dire les choses. Il faut toujours qu'en tout cas de mon côté, que je comprenne ce qu'il veut. Et ce jour-là, il me dit voilà, j'approche de la retraite, j'ai des propositions pour reprendre le groupe, en sachant que dans le groupe,
95% du chiffre d'affaires était composé par l'usine de décolletage et d'usinage. 5%, c'était la fameuse petite partie hors style, donc ça ne représentait rien. Elle vivotait, elle ne sortait pas de marge, elle payait ses charges. Et donc, je comprends, à travers cette discussion, qu'il a besoin de moi. Bon, il fallait comprendre très très loin, mais ça on en a parlé et il ne le dit pas ouvertement. Et donc on se dit ok, on se tape dans la main, on réfléchit un petit peu aux conséquences. Ça a duré 6-8 mois à peu près pour vraiment s'entendre sur le fonctionnement, comment l'organisation allait faire. Parce que cette entreprise était basée sur un autre local. Moi j'ai dit l'autre local, non, on va le rendre et on ramène tout dans le local principal, là où il y a l'usine, il y a la production, parce que moi je veux comprendre les machines, je connaissais cette histoire des machines puisque j'avais baigné dedans, et donc je savais l'importance d'avoir les machines. Et donc à mes 31 ans, je prends donc la direction de Horstil. Et cette société, la première année où on la récupère, mon frère me rejoint parce que dans le parcours, pareil, je devais être seul. Mon frère avait déjà fait une première expérience en entreprise familiale sur du montage de spots d'éclairage, était parti ensuite. Et donc, moi, je dis à mon père, ok, je viens, mais par contre, Arnaud, mon petit frère, vient aussi, parce qu'il connaît la partie montage. Moi, j'y connais rien. Autant je peux savoir gérer, piloter, et je pense avoir retenu les leçons de mon expérience passée, autant, à un moment donné, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui soit dans la technique. Et donc, on reprend cette société qui fait la première année 250 000 euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire rien. On passait plus de temps avec mon frère à se prendre la tête parce qu'en fait, on avait trop de temps où on faisait rien. On attendait, on était lié à des petits distributeurs qui nous tenaient et qui nous expliquaient qu'il fallait se taire et accepter quand eux nous passaient des commandes. Et donc, ça a été pareil, une première année compliquée, mais ça a démarré comme ça. Avant de poursuivre sur la reprise de l'entreprise, pourquoi à ce moment-là, tu avais accepté de la reprendre? Tu as dit OK à ton père, tu lui as serré la main, alors que quand tu étais jeune, au départ, tu ne trouvais pas le sens dans cette entreprise. Qu'est-ce qui là avait changé dans ton esprit à ce moment-là? Je crois que quand le jour de mes 30 ans, mon père à demi-mot me fait comprendre qu'il a besoin de moi, c'est ça qui a fait basculer mon choix de reprise de la société familiale. Je voulais repartir dans l'entrepreneuriat. Je m'étais mis déjà en recherche. J'avais créé à ce moment-là une société qui me servait on va dire de locomotive pour aller récupérer autre chose, parce qu'il fallait que je me serve de cette activité-là. Je n'étais pas au chômage, donc je devais le faire. C'était 2-3 mois près. Et donc j'avais commencé à regarder des sociétés qui étaient à la revente et qui pouvaient m'intéresser. Et quand mon père me propose ça, c'est pour ça que ça a mis du temps. Parce qu'il a fallu cadrer les choses, il a fallu organiser les choses, il a fallu organiser le local. Et je pense que tout s'est joué sur le fait que j'étais à la recherche à ce moment-là d'un nouveau projet professionnel. Lui m'en a parlé un petit peu. Et le match des deux, je savais qu'il y avait, pour reprendre un petit peu sur ce côté historique et sur ce qui m'anime, Horstil, il y a une histoire. C'est 3 générations, c'est familial, c'est viscéral, c'est quelque chose où les collaborateurs qui sont à l'intérieur sont là pour certains depuis mon âge. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés en juillet de 85, moi j'avais 6 mois. Donc aujourd'hui, ils partent à la retraite pour certains, et donc il y avait toute cette histoire-là, et c'était le moment. Et surtout, on parlait d'un produit fini. C'est-à-dire qu'autour de ce produit-là, on pouvait raconter et mettre en place l'histoire familiale. C'est-à-dire que je ne vends pas une pièce mécanique, je vends un savoir-faire familial. Je vends ce que des familles et des gens entiers de formation savent faire. Je vends une origine France garantie. Je vends un label entreprise du patrimoine vivant qui sont intervenus très vite, parce qu'on les a passés en 2019, donc c'est-à-dire 2 ans après ma prise de direction de cette société-là, on a été labellisé et certifié. Mais en fait, on le faisait déjà. C'était naturel que de faire ces choses-là. On a simplement mis des mots, et pour ça c'est vrai que c'est un pouvoir, un petit peu un pouvoir, mais c'est une façon d'être que j'ai de cette vision-là du produit fini que n'a pas mon père. Quand tu reprends l'entreprise et qu'elle fait, comme tu dis, 250 000 euros de chiffre d'affaires avec ton frère, quels sont tes objectifs dans les grandes lignes pour Horstil? Comment est-ce que tu as envie de faire évoluer l'entreprise familiale? Lorsqu'on reprend l'entreprise la première année avec mon frère, déjà c'est de faire un premier constat sur est-ce que c'est viable ou pas.
Parce que quand on fait plus trop d'activités et quand cette entreprise elle vivote, c'est est-ce qu'on va être en capacité de la redresser, de la dynamiser et de la relancer. Et donc on ne s'est pas donné d'objectif, déjà c'était la survie. J'aime bien moi, les situations un peu critiques, avec ce que j'ai connu, toujours pareil, on tombe, on se relève, c'est un petit peu, ça m'a toujours animé. Donc plus c'est critique, plus ça me plaît, et donc la première année, ça a été redéfinition du logo, du site internet, du catalogue produit, toutes ces choses-là. On a fait quelques salons, quand je vois les photos des fois qui apparaissent sur les réseaux sociaux de ces salons qu'on a fait, je me dis, mais vraiment, en l'espace de 8 ans, on a vraiment évolué. Je veux dire, c'est beau. Et quand on se donne ce challenge, c'est déjà la première année de faire ce fameux constat. Et après, c'est de voir vers où on va. Et en fait, la première année, on a accueilli beaucoup de gens qui sont venus visiter l'entreprise. Il faut savoir que l'industriel fait très peu visiter son entreprise. Aujourd'hui, c'est des notions qu'on parle, d'ouverture aux entreprises et compagnie, montrer aux autres. Mais à cette époque-là, moi, l'entreprise familiale, elle est fermée, les portes sont fermées, il n'y a pas d'accueil, il n'y a pas de sonnette, et les gens qui se pointent devant l'entrée ne sont même pas accueillis. Donc nous, on a réouvert l'entreprise, déjà à cette époque-là, à des personnes tiers. Et donc ça avait déjà commencé un petit peu, même des fois, à poser problème, puisque les collaborateurs n'étaient pas habitués à faire visiter l'entreprise. Donc c'est-à-dire que l'entreprise doit toujours être rangée, doit toujours être propre. Donc ça a créé quand même quelques tensions à des moments donnés. Ça nous a permis, au bout d'un an, de faire un constat qui était assez clair. C'était de dire, on a un savoir-faire, parce que tous les gens nous le disaient, le savoir-faire que vous avez avec les machines que vous avez, à force de nous le répéter. Et ça nous a lancé avec mon frère le challenge d'aller vraiment faire en sorte d'accélérer le développement de l'entreprise. Pour accélérer en partie le développement de l'entreprise, peut-être qu'on y reviendra plus en détail, mais produire en France, c'était une valeur qui est quand même dans l'ADN de l'entreprise depuis le départ. Toi, ça te tenait aussi à cœur. Pourquoi et qu'est-ce que vous avez fait en rapport avec ça, en lien notamment avec le développement de l'entreprise? Tu as parlé d'EFG tout à l'heure, tu peux m'en reparler éventuellement, et d'autres choses que tu as mis en place. On n'a jamais vraiment, familialement, avant notre arrivée avec Arnaud, décidé que le produit fini serait le vecteur fort familial. Et donc, quand à un moment donné, au bout de 2 ans, tous les gens qu'on venait nous disaient mais c'est bien, vous travaillez localement. Mon père était président de l'UMM Côte d'Azur, donc il était fervent défenseur du local. Donc on essayait même de travailler plus que dans le Made in France, on essayait de travailler dans le Made in Côte d'Azur, quoi. Et c'est là où le logo Origine France Garantie est apparu, je crois, dans une campagne télévisée, et je suis allé regarder ce qui se passait. Et c'est là que j'ai appris ce que c'était le label, la certification, et cette certification-là, comment je pouvais y aller. Et donc on a passé la certification, mais en fait je ne me suis jamais posé la question si on allait y aller. Pour moi, mes produits étaient fabriqués en France à plus de 60%, donc en fait j'ai eu aucun problème. Et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, on a été certifié très vite. Et en parallèle, il y a eu le label Entreprise du patrimoine vivant. Et dans tout ce que tu as vécu depuis que tu as repris l'entreprise avec ton frère, si tu devais me citer la chose que tu as accomplie qui t'a rendu le plus fier avec Orsteel, ce serait quoi ? La chose qui m'a rendu le plus fier avec Orsteel durant ces 8 dernières années, c'est l'évolution du personnel qu'on a eu et qui est rentré avec nous il y a 8 ans. Il y a 8 ans de ça, on a misé sur des personnes qui au début, on les a fait rentrer parce qu'économiquement, il faut être clair, on les payait un peu moins cher parce que c'était Pôle emploi, la mission locale qui venait nous proposer ces CV-là. Et aujourd'hui, c'est une force incroyable parce que j'ai des collaborateurs qui vivent l'entreprise, qui ne sont pas associés avec nous, mais qui vivent l'entreprise, des fois peut-être plus que moi. C'est juste admirable. Et tout ce qui a été fait autour, la création des produits, la recréation des filières, la formation, vient de l'humain. Et moi, j'ai un cas de figure. Aujourd'hui, mon responsable de production est rentré, il était monteur câbleur il y a 7 ans de ça. Aujourd'hui, il dirige 15 collaborateurs. Et on l'a formé, on l'a amené avec des hauts et des bas, parce que ça n'a jamais été évident. C'était ses copains, maintenant ça devient ses collaborateurs. Et aujourd'hui, voilà, de voir ce parcours-là, avec un parcours de vie, il n'y a pas que lui, ils sont pleins comme ça. J'ai des gens, ils sont rentrés au SMIG industriel, et aujourd'hui, ils se retrouvent à avoir des évolutions personnelles. Et moi, je suis fier quand ils me racontent qu'ils ont acheté une voiture, qu'ils ont acheté un appartement, qu'ils ont pris un crédit, alors que ça n'aurait pas été possible
parce qu'ils n'ont pas été formés pour ça. Et donc je crois que pour moi, ce qui me donne vraiment le peps au quotidien, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'humain et plus que des réalisations d'ailleurs. Aujourd'hui, fin 2023, bientôt 2024, est-ce que les objectifs que tu t'étais fixés en reprenant l'entreprise, tu les as atteints? Par exemple, le chiffre d'affaires aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente comparé à 8 ans en arrière? Aujourd'hui, Horstil, c'est quoi? Lorsqu'on regarde les 8 dernières années de l'entreprise, le constat, il est que positif. Bien entendu, dans toute entreprise, et surtout familiale, il y a des hauts et des bas. Dans les hauts, on a vécu des choses incroyables humainement, dans les réalisations. Dans les bas, on a travaillé à des moments donnés en famille, mais poussé à la famille éloignée, hein, c'est-à-dire les beaux-frères, les belles-sœurs, les femmes, les maris. Et on est revenu aujourd'hui dans un modèle un petit peu différent, puisque en fait, à un moment donné, on était trop. Et qu'il y avait trop de familles, donc il a fallu ressortir un petit peu toutes ces personnes-là pour pouvoir, on va dire, à travailler un petit peu plus de façon on va dire, plus industrielle, parce qu'on reste quand même industriel. Et aujourd'hui, le constat fin 2023, c'est qu'on a fait à peu près x10, un peu plus de x10 sur le chiffre d'affaires d'il y a 8 ans. Alors, on pourrait toujours dire on peut faire plus, mais quand je regarde le chiffre d'affaires qui a été x10, sur ce chiffre d'affaires-là, en fait, on a changé 4 fois le modèle économique en 8 ans. Distributeur, agents avec des collectivités territoriales, le Covid, changement de modèle, et aujourd'hui on travaille dans le luxe. Finalement, on prend les clients d'aujourd'hui, ils sont complètement différents d'il y a 8 ans. Les clients d'il y a 8 ans, en fait, on ne retravaillerait plus avec eux aujourd'hui. Donc ça a été une croisade forte d'arriver à trouver le vrai modèle de l'entreprise qui arrivait à satisfaire tout le monde. Et aujourd'hui, le constat à la fin 2023, c'est que moi, mon frère, donc Arnaud, va récupérer la direction générale de tout Horstil aujourd'hui, hein, puisque moi, je vais prendre un petit peu de hauteur pour aller justement faire autre chose, mais toujours dans l'industrie et dans le développement industriel, parce que le but, c'est de greffer d'autres activités. Et quand je vois le potentiel que l'on a encore de développement, c'est juste incroyable. Cette société-là, c'est un bijou en termes de savoir-faire et de compétences, et elle ne peut que progresser dans les années à venir. Je reviendrai un petit peu plus tard sur le futur, ce que tu imagines pour toi, tes projets. Durant ces 8 ans, tu as également, avec Horstil, créé une marque middle gamme, celle que tu as présentée au Top AFEP. Alors avant de parler du Top AFEP, est-ce que tu peux me parler de cette marque? Pourquoi vous avez eu l'envie de la créer? Et qu'est-ce qu'elle est? C'est quoi cette marque? Dans le projet Horstil, dans les 8 années, on s'est aperçu qu'on est monté en gamme. On est passé d'une gamme distributeur à une gamme très élitiste. Et puis à côté de ça, on a perdu quand même une partie de la clientèle. Une partie de la clientèle qui nous a dit non, c'est plus abordable, vos produits sont plus abordables. Donc c'était un constat, mais on ne pouvait pas faire autrement. Et puis en parallèle, il y a la technologie et puis surtout, il y a l'environnement. La technologie, puisque dans l'évolution de notre gamme, on est passé aussi de l'éclairage à de l'appareillage électrique, dont des interrupteurs et des poignées de porte qui viennent, on va dire, faire un tout dans une villa quand on va l'équiper, ou dans un bateau, dans un hôtel. Et nous, pour faire nos traitements sur nos interrupteurs et nos poignées ou sur les éclairages, des fois on demande du chrome, on demande du nickel, du cuivre, on demande des couleurs. Et pour faire ces couleurs-là, en fait, il faut les tremper dans des bains avec du cyanure, avec du chrome hexavalent, avec tous les produits les plus pires qu'on a au monde, hein, ceux qui sont vus à la télévision en Chine, au Bangladesh pour aller faire les jeans quand il est là, bon bref, tout ce qu'il y a de pire. Et donc, à un moment donné, on s'est dit, bon, on est tributaire de personnes, certes qui sont en France, qui sont labellisées, mais avec des produits qui sont quand même nocifs pour la planète. Comment réussir à faire en sorte de pouvoir être autonome et en même temps d'être vertueux? Et là, on est tombé sur une technologie qui s'appelle le PVD, qui est en fait une injection de métal sous vide, où en fait on va pulvériser sur nos pièces du métal. Et donc ça, cette technologie-là, on l'a faite rentrer parce qu'on a eu un besoin, donc ça a été un gros investissement pour l'entreprise l'année dernière, hein, à peu près de l'ordre de 600 000 euros, mais qui nous rend complètement autonomes, qui nous fait changer encore de métier, puisque là on n'est plus usineur décolleteur, on vient faire de la finition aussi, donc c'est encore un nouveau métier. Et du coup, cette machine-là permet en effet sur des plaques en aluminium de pouvoir pulvériser du laiton et d'avoir un aspect laiton. Et là, on s'est aperçu que beaucoup de confrères qui font du robinet, qui font de la poignée de porte, qui font de la montre, utilisent cette technologie pour faire ça.
Et donc là, ça nous a permis de nous dire, tiens, pourquoi pas recréer une gamme plus middle, à base non pas de laiton, mais à base de produits un peu moins nobles, l'aluminium, mais en travaillant sur des aluminiums recyclés qui sont utilisés à partir de nos déchets à nous, de nos copeaux à nous. Donc comment pouvoir le faire, le valoriser. Et donc c'est là où a été créée cette fameuse marque Madame Steel. Et donc cette marque Madame Steel, tu voulais la faire connaître, avoir un avis sur cette marque, et tu as en partie utilisé le top à faible pour ça. Est-ce que tu peux m'en parler, me parler du top à faible, comment tu l'as connu, l'intérêt que tu y avais et donc que tu y as présenté cette marque? Lorsque on me parle pour la première fois du top à FEP, au début c'était il faut s'inscrire, c'est bien. Bon. Donc je suis allé voir sur le site internet, j'ai regardé comment se pouvoir postuler à ce top à FEP. Et là en effet, vous tombez sur plein de portraits de chefs d'entreprise, sur des entreprises multinationales qui sont importantes, et on vous dit tu peux rencontrer le patron de telle société ou le directeur général de telle autre, en expliquant pourquoi tu veux les rencontrer. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait une notion de, c'est pas que pour du business, ça peut être pour du conseil, ça peut être pour se rassurer, pour discuter avec un chef d'entreprise de sa vision, et au final, donc c'est comme ça que je l'ai pris. Et quand était en gestation cette marque qui ne s'appelait pas encore Madame Steel, qui était simplement un projet avec une boîte et avec un interrupteur en aluminium à l'intérieur, c'est d'avoir le conseil et l'avis de quelqu'un qui dirigeait une entreprise comme celle-là. Et c'est comme ça qu'on a postulé et que Orsteel a postulé au top à FEP. Et c'est dans cette vision-là que j'y suis allé. Un, pour avoir un conseil, et l'autre, vraiment pour avoir une vision sur un marché potentiel de est-ce qu'on pouvait se lancer ou est-ce qu'on ne pouvait pas se lancer. Et finalement, quand tu y as participé, est-ce que tu y as trouvé ton intérêt? Est-ce que ça a répondu à tes attentes, à ce que tu recherchais? Lorsque le matin, on arrive dans ce lieu où tous ces chefs d'entreprise sont là, déjà, ça amène une solennité assez importante de rencontrer des personnes, pour certaines qui récupèrent le patrimoine pareil familial ou qui sont président directeur général d'un groupe qui existe depuis des années, ou alors d'autres personnes qui ont réussi et qui ont créé ça elles-mêmes et qui aujourd'hui sont cotées et sont là devant nous. Donc il y a ce double côté qui est assez intéressant. En plus, c'est une activité où il n'y a que des chefs d'entreprise qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Donc il y a une effervescence qui est assez exceptionnelle. Tout est bien organisé, du moment où on arrive jusqu'au moment où on part. On a un accueil qui est formidable et tout se passe de façon millimétrée, mais millimétrée dans un sentiment très jovial, très organisé. Il n'y a pas ce côté stress alors que vous avez une montre qui vous fait un compte à rebours en vous disant il ne vous reste plus qu'1 minute, 30 secondes et autres. Et donc ça a été un moment très intéressant. Et en plus de ça, quand vous avez vraiment le chef d'entreprise en face de vous qui dit on va vous recontacter, moi j'ai été recontacté 48 heures après. Et puis en effet, quand vous avez le chef d'entreprise qui vous met en copie des collaborateurs qu'il faut que vous puissiez contacter, vous avez le collaborateur qui anticipe même et qui vous contacte directement. Donc il y a un accélérateur de relations et d'accompagnement qui est très fort. Tu m'avais dit aussi que cet événement, il permettait de se remettre en question en tant que chef d'entreprise. Est-ce que tu peux m'en dire quelques mots? Le point aussi intéressant lors d'un événement comme celui-là, ça va être la remise en question. La remise en question parce que moi, je me suis retrouvé face aux dirigeants du groupe Sonepar avec la marque Orsteel, qui est une marque luxe. Mais je venais pas présenter en fait cette marque luxe. Je venais présenter ce nouveau projet que j'avais et qui était d'avoir la validation d'un de mes pairs, mais quelqu'un qui commercialise aujourd'hui ça à grande échelle de façon très, très importante sur plusieurs milliers de magasins. Et pendant cet entretien, pour moi, j'arrivais avec la super idée, quoi. Je leur amenais l'idée qui leur manquait, ou le segment qui leur manquait. Et ça ne s'est pas passé comme je l'entendais pendant les 5 premières minutes. C'est vrai que j'ai été plutôt refroidi parce que le chef d'entreprise, lui, m'a dit non mais nous en fait on ne commercialise pas du luxe. Et il a fallu que je sorte mes tripes
Et ça, c'est tout mon passé qui ressort de l'époque aussi où il fallait que je sorte mes tripes pour aller me faire embaucher à des moments donnés. Et donc je ne me suis pas démotivé et je suis allé lui expliquer comment ma vision de ce que je proposais n'était pas ce que lui voyait de ma présentation. Et donc en 3 dernières minutes qui restaient, j'ai réussi à faire passer le message. Et c'est ça qui a débouché à cette fameuse création de marque qui aujourd'hui commence à fonctionner. Et dernière question, si on voit plus loin, côté transmission, est-ce que tu aimerais que l'entreprise Orstyle reste entre les mains de votre famille ? Tu t'aimerais ce côté un peu transmission comme toi tu l'as vécu déjà depuis 2 générations ? Alors aujourd'hui, sur l'avenir, on ne se ferme pas du tout à ce qu'il y ait une 4e génération qui rentre dans l'entreprise. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec le travail qu'on fait avec Arnaud aujourd'hui, de vraiment amener plus de clarté dans les postes et dans les missions, rien ne nous dit demain qu'une 4e génération rentre au sein du groupe et va travailler sur autre chose. Moi, je vois par exemple mon grand-fils qui a 13 ans, m'a toujours connu dans l'éclairage. Et donc, quand il discute avec ses amis, je fais de l'éclairage. Récemment, je reçois une petite vidéo de mon fils qui a 4 ans. Il dit « Papa, il fabrique des prises en métal ». Donc, aujourd'hui, un enfant va regarder ce qu'on fait à l'instant T. Et donc, si on lui amène, après ses études et après une vraie volonté de rentrer dans le groupe familial, s'il amène quelque chose, pourquoi pas ? Moi, je sais qu'on ne sera pas la génération de l'export. Je ne suis pas spécialement bon en anglais. Mon frère, c'est pareil. On se débrouille, mais ce n'est pas notre vocation. Et je pense que ce ne sera pas nous qui arriverons à aller chercher l'export à plus de 5-10%. Par contre, rien ne nous empêche, demain, sur une 4e génération, si un de nos enfants ou un des enfants de mon frère ou de ma sœur qui ne fait pas partie du groupe, mais qui a des enfants aussi, de venir travailler avec nous et de travailler sur autre chose, pourquoi pas ? Voilà. Donc c'est des choses sur lesquelles on ne se ferme pas. Par contre, tout est structuré en ce moment pour que tout reste familial et que malgré le fait que travailler en famille, ça a des très bons côtés, c'est pas évident aussi, que chacun puisse prendre sa place et que chacun puisse amener, comme on dit, sa pierre à l'édifice dans l'aventure familiale que l'on a depuis 3 générations. Vous venez d'écouter la 2e partie d'un podcast réalisé par Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.